Bonjour à tous, c'est le petit Yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale point lecture où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Et on commence tout de suite par Chasseur Noir de Michel Onake. En fait ce livre je l'ai trouvé dans la brale livre de ma bibliothèque. Je connaissais pas du tout ce livre mais la couverture me plaisait bien et je connaissais pas non plus l'auteur. Et en fait il s'agit du premier tome d'une trilogie, donc par Michel Onake, un auteur français. On va se retrouver à New York dans les années 2000 où le maire va être retrouvé mort mystérieusement de la même façon qu'un journaliste, mais qui lui va laisser derrière lui une vidéo dans laquelle il explique qu'il pense que les démons et les sorciers sont parmi nous et s'immiscent dans la vie économique et politique du pays. Du coup, le lieutenant Meredith va se mettre à enquêter sur ces morts mystérieuses, épaulé par le mystérieux Ebenezer Grimes, qui est professeur et spécialiste en démonologie et qui est aussi le fameux Chasseur Noir. Donc on a ici vraiment un tout petit livre qui se lit très très vite et qui a été, ma foi, une bonne découverte. On va vraiment être dans un roman assez noir puisqu'on va suivre une enquête relativement sombre puisqu'il s'agit de meurtre, qu'on va avoir des personnages assez torturés, assez sombres, assez complexes, et qu'on va également en apprendre plus sur cette fameuse magie noire et sur la sorcellerie. Donc on est bien sûr un roman noir qui va mélanger policier, fantastique, mais tout en restant jeunesse et accessible aux plus jeunes. J'ai vraiment adoré l'univers que j'ai trouvé assez riche, assez addictif, avec toutes ces règles qui régissent le monde des démons, de la sorcellerie, des mystérieuses confréries qui régulent un petit peu tout ça, le chasseur noir. On va découvrir des créatures fantastiques avec des gnomes, des démons bien sûr, des sorciers. Donc cet univers est assez chouette, mais l'auteur nous en dit trop peu. On est un petit peu frustré à la fin du roman parce que on aimerait en savoir beaucoup plus sur cet univers, sur ces fameuses règles. Ce qui est assez marrant dans ce livre, c'est que tout le monde veut s'essayer à la sorcellerie, que ce soit un ado qui veut un peu épater les filles qui sont avec lui, ou alors le patron d'une grande entreprise qui espère décrocher un gros contrat. Ce qui nous amène donc au fameux travail du chasseur noir. Lui, il est là pour réguler un peu la pratique de la magie dans la ville de New York, qui a été laissée à l'abandon depuis que le précédent chasseur noir a disparu. Donc lui, il est vraiment là pour maintenir cet équilibre entre monde normal et monde magique. J'ai bien aimé ce personnage du chasseur noir, donc qui est aussi professeur à l'université. C'est assez marrant de le voir donner ses cours à des étudiants qui sont plus là pour la rigolade, qui ne croient pas du tout à la démonologie, donc il va leur faire quelques petits tours de passe-passe, c'est assez rigolo, c'est un personnage assez solitaire, assez avare en paroles, assez cynique, assez drôle par moments, très mystérieux, mais on va avoir des petits flashbacks tout au long du roman qui vont nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur son passé, et ça donne encore plus envie de lire la suite. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne lecture, que ça mélangeait bien le côté fantastique avec le policier polar, c'est assez original pour un livre jeunesse. Les seules choses qu'on peut lui reprocher, c'est de nous frustrer un peu par rapport à cet univers dont on voit qu'il a l'air riche mais dont on ne sait pas grand chose, et puis l'enquête qui manque peut-être un petit peu de surprise, mais bon voilà. En tout cas j'aime beaucoup le style de l'auteur, ça me donne envie de lire d'autres livres, il arrive vraiment à faire un équilibre entre dialogue, description, fantastique, policier, polar, vraiment tout est bien ficelé, et en très peu de pages il arrive à dresser tout un univers complet. Du coup je lirai très certainement le tome 2 qui s'appelle Le Cérémonial des Ombres. On continue un petit peu dans la jeunesse avec Mathilda de Roald Dahl. Moi j'ai pas lu de Roald Dahl quand j'étais petite, je connaissais pas, donc ça fait pas très longtemps que je m'y suis mise, mais en tout cas, les 2-3 romans que j'ai déjà lus de lui, j'aime beaucoup, du coup j'avais très envie de me plonger dans celui-là, qui est un classique. On va donc suivre la petite Mathilda qui a seulement 5 ans, c'est déjà lire et lire de tout. Elle est complètement délaissée par ses parents qui sont des escrocs et des gens pas très instruits qui passent leur temps devant la télé. Et du coup, elle passe son temps à la bibliothèque où elle va dévorer vraiment tous les livres qu'elle peut trouver. Elle est pas non plus gâtée à l'école, hein, puisqu'il y a la directrice, Mademoiselle Legourdin, qui déteste vraiment énormément les élèves, enfin les enfants, qui déteste également les professeurs, en particulier Mademoiselle Candy. Et du coup, Mademoiselle Candy, ça va bien être la seule adulte à vraiment croire en Mathilda et à voir tout son potentiel. Du coup, elle va essayer de l'aider comme elle peut, avec les moyens qu'elle peut, même si tous les adultes semblent leur mettre des embûches dans les pattes. Voilà, c'était encore une lecture géniale. Roald Dahl, il est au top. J'ai vraiment adoré Mathilda. Déjà parce que c'est impossible de ne pas s'attacher à Mathilda, qui est une petite fille curieuse, passionnée, hyper modeste et puis génie en presque tout.
Et puis c'est vraiment génial de l'avoir dévoré tous ces livres, alors d'abord des livres jeunesse, et puis une fois qu'elle a tout lu à la bibliothèque, elle va lire des classiques de la littérature. C'est hyper plaisant quand on aime les livres de lire ça, et puis en plus on se dit que si ce sont des enfants qui lisent Mathilda, ça va peut-être leur donner envie de lire eux aussi des classiques. Mais en même temps, on est hyper énervé de voir ses parents qui sont vraiment trop cons, de voir tous les adultes qui s'occupent pas d'elle ou qui la maltraitent, comme Mademoiselle Le Gourdin. Et c'est énervant parce qu'on sait que dans la réalité, parfois ça se passe comme ça. Mais en même temps, on a le sourire puisque c'est un roman de Roald Dahl, donc l'humour est bien présent. Puisque ce qu'il aime bien faire, c'est vraiment exagérer à l'extrême les traits de caractère de ses personnages, voire les traits physiques. Du coup, c'est assez caricatural, mais en même temps, ça nous fait penser à notre propre expérience, aux professeurs que nous aussi on a connus au lycée, au collège ou en primaire, et qu'on voyait nous aussi un peu comme des monstres. Et du coup, ouais, là, les adultes, tous les adultes dans ce roman sont absolument affreux, sauf la bibliothécaire et Mademoiselle Candy. Et du coup, ça va vraiment être hyper chouette de les voir toutes les deux se serrer les coudes, puisque si Mademoiselle Candy va venir en aide à Mathilda, ça va également fonctionner dans les deux sens, et Mathilda va aussi venir en aide à Mademoiselle Candy. Donc voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus, un tout petit livre qui se lit très très vite, qui peut plaire à la fois aux petits comme aux adultes comme moi, je pense, c'est obligé. Puisque c'est drôle, touchant, plein de rebondissements, mais en même temps c'est toujours une sacrée satire sociale, comme le fait souvent l'auteur. On continue avec cette fois pas du tout de la jeunesse puisqu'on va parler des Chiennes savantes de Virginie Despentes. Vous savez que j'aime beaucoup Virginie Despentes et là il s'agit de son second roman qui date de la fin des années 90. Donc là direction les Peep Show à Lyon où travaille Louise. Et un jour deux collègues de Louise vont être retrouvées assassinées de façon vraiment barbare. Et donc on va plus ou moins suivre cette enquête tout au long du roman de la même façon qu'un autre personnage va faire son apparition qui s'appelle Victor, un personnage assez mystérieux que tout le monde recherche mais qui est un petit peu... c'est une anguille le mec. Donc on va vraiment suivre sa vie quotidienne, l'espace de 200 pages, avec sa tournée des bars, sa vie avec son frère, comment elle perçoit son travail à l'endo, ce genre de choses, et puis cette enquête toujours en trame de fond. Alors j'ai apprécié cette lecture mais ça sera vraiment pas mon préféré de Virginie Despentes. Je pense que j'ai beaucoup plus préféré Bye Bye Blondie. Si j'ai moins aimé, c'est tout simplement parce que c'est pas facile de s'attacher au personnage, en particulier Louise, qui est assez distante, assez froide. On a l'impression qu'elle mesure pas trop la gravité de la situation, ou alors qu'elle est tout simplement habituée à la violence de ce milieu de la nuit. En plus de ça, elle fait des choix pas toujours évident, pas toujours logique et qu'on comprend pas toujours nous en tant que lecteurs. Des choix que nous on pense ne pas faire ou qu'on pense qu'on ne ferait pas. Mais c'est là justement le talent de Virginie Despentes, c'est qu'elle fait toujours ça. Elle propose toujours des personnages authentiques qui sont vraiment ancrés dans la réalité, qui font des choix complètement irrationnels parce que nous aussi dans la vraie vie souvent on fait des choix complètement illogiques, complètement irrationnels justement. Que nos proches ne comprennent pas forcément. Et ça c'est très bien retranscrit dans tous les livres de Despentes et c'est encore le cas ici. Ce sont des personnages qui sont toujours justes. Et ce que j'aime par-dessus tout avec Virginie Despentes, et qui est encore le cas ici, c'est qu'il n'y a jamais de jugement de sa part. Elle met jamais en avant un personnage pour dire vous voyez ça c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, pas du tout, il n'y a jamais de leçon de morale. Elle se contente de poser des personnages et de proposer une histoire, de proposer quelque chose et c'est tout. Alors après ça va quand même être assez sombre, assez trash, encore une fois assez violent, on va retrouver toutes les choses décadentes de ce type de vie, et puis des scènes assez difficiles aussi, il y a des scènes de viol, donc c'est pas forcément une lecture pour tout le monde, ça c'est sûr. On va donc retrouver cette façon hyper cash, hyper simple d'écrire de Virginie Despentes. Donc voilà, dès ses premiers romans, elle avait déjà son style bien à elle, avec ses descriptions de la vie quotidienne, ses détails sordides, le côté vraiment très simple de son style, sans ornement, qui fait, je vous l'ai déjà dit, penser au réalisme sale, qui est un mouvement dont l'auteur phare est Charles Bukowski, que j'aime aussi beaucoup. Et oui, le réalisme sale, c'est un mouvement en plus qui se prête bien au thème de prédilection de Virginie Despentes, puisqu'il va surtout se focaliser sur les laissés pour compte, ou les gens normaux, les vies banales.
Donc là, dans ce livre, on va aussi vraiment être dans un polar plutôt sombre, puisqu'on va suivre cette enquête qui a une résolution plutôt surprenante. C'est ce qui m'a fait remonter un peu ma note sur ce livre, on va dire. C'est que la fin m'a surprise, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà, c'était une bonne lecture. Après, ça m'a pas transcendé, c'est pas mon préféré, mais... Voilà, si vous voulez lire tous les livres de Virginie Despentes, vous pouvez lire celui-là, sinon c'est vraiment pas nécessaire. Et on termine cette vidéo avant que je ne fonde avec le premier tome de la trilogie du Gardien de David Klass qui s'appelle Mu, ou Mu, le feu sacré de la Terre. Donc il s'agit d'une trilogie, il y a 3 livres publiés entre 2006 et 2009 par les éditions Intervista qui aujourd'hui n'existent plus. Donc pour trouver ces livres, autant le premier tome, ça va, vous pouvez le trouver d'occasion, pas trop cher. Le deuxième tome, Alors le troisième... Et du coup, moi j'avais lu les 2 premiers tomes il y a une dizaine d'années. J'avais beaucoup aimé, ça m'avait énormément marqué pendant mon adolescence. Mais j'avais jamais trouvé le 3e tome. Et là, au miracle, Dan me l'a trouvé à un prix raisonnable, parce que vous pouvez le trouver le tome 3, mais il sera à 80€ quoi, donc non. Il me l'a enfin trouvé, mais du coup 10 ans un peu trop tard, donc je me suis mise à relire cette trilogie pour m'en rappeler, parce que je m'en rappelais plus trop, et puis pour poser un nouveau regard sur la saga. Donc on va suivre Jack, un adolescent plutôt brillant, qui mène une vie plutôt banale avec ses parents, et voilà, il va au lycée, c'est vraiment voilà, personnage cliché de l'adolescent américain. Mais sa vie va basculer du jour au lendemain lorsque un individu qu'il ne connaît pas du tout va le flasher avec ses yeux et va se mettre à le traquer. Du coup, Jack va être forcé de quitter ses parents et de partir dans une espèce de course-poursuite où il ne sait pas du tout qui est cette armée qui le poursuit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il va se rendre compte qu'il va plus pouvoir faire confiance à personne, sauf à 2 personnages, puisqu'il va faire la connaissance d'un chien télépathe et d'une espèce de ninja girl. Et ces 2 personnages vont lui apprendre qu'en fait, il est l'étincelle d'espoir, qu'il est le seul à pouvoir trouver Mu, dont on ne sait pas du tout ce que c'est, pour permettre d'enrayer l'extinction de la planète, qui va bientôt mourir suite au mauvais traitement que les humains lui ont infligé. C'était vraiment avec grand plaisir que j'ai relu ce premier tome. Dès le début, j'ai retrouvé vraiment ce qui m'avait plu, ce qui m'avait frappé, ce que j'avais aimé. Notamment cet univers, qui va à 100 à l'heure, c'est hyper palpitant, ça tient en haleine, il n'y a aucun temps mort, il n'y a que de l'action. Et c'est très dynamique, puisqu'on a le personnage principal qui parle à la première personne, qui utilise que des phrases nominales, donc on aime ou on n'aime pas. Moi à l'époque, j'aimais bien. Maintenant, bon... Voilà, ça passe bien, c'est vrai que ça rend le truc hyper dynamique. Mais c'est vrai que bon, le scénario, il fait un petit peu classique, le déroulement est un peu sans surprise, un peu parfois tiré par les cheveux, mais c'est pas le plus intéressant dans le roman. Ce qui fait vraiment la force de cette trilogie, ou en tout cas de ce premier roman, c'est le thème principal qui va être l'écologie. Puisque notre planète dans ce monde, elle est en train de mourir, elle est hyper polluée à cause de nous, qui sommes tout le temps en train de la drainer, de prendre tout ce qui est là pour notre simple besoin de toujours surconsommer. Du coup, le point d'inflexion se rapproche. Alors le point d'inflexion, c'est ce moment où il n'est plus possible de revenir en arrière. Même si tout le monde change, c'est fini, la planète est foutue. Et du coup, le boulot de Jack, ça va être de trouver Mu avant ce point d'inflexion et de sauver la planète avant que ce soit trop tard. Donc même si le style est hyper dynamique, qu'on va avoir énormément d'action, un petit peu d'humour aussi, l'auteur va quand même réussir à nous parler de la beauté de la planète avec des descriptions des fonds marins, des coraux, des poissons, des espèces, vraiment de la beauté de la faune et la flore de la Terre, et notamment nous parler des quelques techniques qui mettent en péril la planète, notamment au niveau de la pêche dans ce tome-là, puisque notre héros va se retrouver sur un chalut de fond, qui est un bateau qui permet de faire de la pêche en raclant les fonds marins, et donc en défonçant absolument tous les coraux, absolument toutes les espèces, juste pour choper un type de poisson, et c'est abominable. Voilà, on découvre en même temps que Jack la façon dont ça fonctionne, et c'est assez horrible, et c'est pour ça je pense que ça m'avait autant marqué quand j'étais ado. Donc vraiment ce côté écologique, il est quand même bien traité, même si la fin du roman m'a laissé un peu perplexe. Là, pour ma relecture, je me suis dit mais je vois pas en quoi ça peut
Non. Hein, voilà. Vous avez pas compris? Moi non plus. Donc on verra pour le tome 2. Donc je disais, ça vaut vraiment le coup de passer outre le côté classique du scénario pour découvrir un thème important. Parce que là, je pense qu'on y arrive très vite à ce fameux point d'inflexion, pour de vrai. N'en déplaise à ceux qui pensent que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. L'autre détail qui m'a un petit peu chiffonné, c'est ce personnage principal qui est quand même vachement naïf, qui va être assez énervant, parce qu'il va passer son temps à dire non mais on a toujours pêché, c'est normal de pêcher, les animaux ils sont là pour qu'on les mange, la planète elle se régénère toute seule, tout va bien. Moi qui m'intéresse de plus en plus au véganisme, qui me renseigne là-dessus, ce genre de discours, ça devient carrément gonflant. Et du coup voilà, ce personnage m'a un peu saoulée. Même si je comprends bien l'intérêt de mettre ce genre de personnage, ça permet aussi d'enlever un peu le ton moralisateur du bouquin. Donc il y a un intérêt, et puis ce personnage n'est pas con non plus, je veux dire, une fois qu'on lui explique en quoi c'est mal cette surpêche, il est d'accord, hein, il est pas con. Donc ça va, mais il est juste un petit peu agaçant. En revanche, les deux autres personnages, hein, le Gisco, le toutou télépathe, j'adore, et puis Echo, la ninja girl, pareil, elle est très attachante. Donc on a ici un premier tome qui est plutôt chouette, qui tient en haleine, qui a un côté très cinématographique, hein. Intervista, il proposait vraiment des livres qui faisaient, ça a été créé par Luc Besson, donc des livres qui font le pont entre la littérature et le cinéma, qui font très scénario. Du coup, il y avait aussi Arthur et les Minimoys, dont je vous avais parlé il y a pas longtemps, c'était chez Intervista, et j'avais retrouvé ce côté scénario qui va vite, quoi. Donc, mais là, bizarrement, ça m'a moins dérangé pour ce livre-là, probablement parce que je l'ai lu aussi il y a 10 ans et que ça avait été un coup de cœur. Et donc, je relirai avec plaisir le tome 2 qui s'appelle Zeta, le souffle du ciel, parce que, alors celui-là, je me rappelle plus du tout, et j'ai très hâte aussi de lire le tome 3 pour conclure enfin cette saga. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour mes dernières lectures, qui, ma foi, étaient, encore une fois, très très bonnes. Il faut croire que je choisis bien mes livres. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi retrouver dans la description tous les liens de toutes les chroniques des livres dont je viens de vous parler aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. En fait, ce livre de ma bibliothèque auquel... oh là là, pause. Quotidienne, donc sont hyper cash, hyper simple. Moi je l'ai jamais vu dans un